du FONAREV, M. Patrick Fata, qui dit que ces partenariats avec les agences des Nations Unies donnent une nouvelle force à cette mission. Il permet de mutualiser nos expertises et de conjuguer nos efforts. Ensemble, nous mettrons en place une réponse intégrée, pensée pour être à la fois humaine et efficace. À la suite du DG du FONAREV, voici le message de M. Bruno, lui, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, qui dit que ces partenariats entre le FONAREV et le système des Nations Unies marquent notre engagement commun en faveur du respect des droits humains et du développement durable et de la réduction des inégalités en République démocratique du Congo. Place au message de Mme Emmanuela Zandi, qui, elle, est DGA du FONAREV en charge des opérations. Elle dit simplement que ces partenariats entre le FONAREV et le système des Nations Unies est une réponse urgente visant à renforcer la protection et la prise en charge des victimes présentes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour terminer, nous allons vous rappeler que le président de la République avait signé une ordonnance de grâce présidentielle, et à Beni, dans le Nord Kivu, 117 prisonniers se retrouvent être concernés, donc intégrés dans les critériums, et le gouverneur militaire s'est chargé d'organiser la libération de ces 117 prisonniers. Je vous prie de suivre ce reportage. Inaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale de Beni, dite Kambayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. Je remercie le Dieu parce que ce qu'on a eu comme on a libéré, mais par la grâce de Dieu, on a parmi les listes. Na commission Nzambe pour le président Nabiso et à le public à Salis Biso pour la libération. Merci mingi pour le président Nabiso à libérer Biso na kati na pasi na kati na souffrance to sepeli makasi to lingito kene musala poto sala musala ya mboka na Biso. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseiller les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Évariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nialeke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Voilà, c'était donc là le général gouverneur du Nord Kivu qui momentanément travaille à Beni. Donc le chef-lieu de la province du Nord Kivu a été momentanément déplacé vers Beni le temps que la paix revienne et que les FARDC reprennent le contrôle de l'ensemble de la province. C'était donc là les nouvelles en bref de ce matin. Merci infiniment Yves, ça nous rassure, surtout quand on parle de renforcement de capacité pour nos militaires, nos vaillants soldats, c'est vraiment important parce que servir sous le drapeau, il faut le servir avec le cerveau également. Parce que c'est tout un art. Voilà. Le métier des armes, c'est tout un art aussi. Vraiment, parce que ce qu'on ne veut pas en RDC, c'est des personnes engagées, mais engagées par rapport aux humeurs. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Léon Alamuki Mabé a signé Penassa à Mabé. Mais entre-temps, au Sozaki serment, il y a qu'au servir sur le drapeau. Alors, le renforcement de capacité doit se reproduire de temps en temps auprès de nos militaires parce qu'ils doivent se sentir sécurisés. Ils doivent se sentir
ce sont les premiers acteurs en fait. Même quand on cherche la paix, mais sur le terrain, ce maloba encouragement, pour renforcer capacité d'un bango, c'est un encouragement et cela va leur permettre de faire des pas de géant. Avant de prendre le tout premier invité sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre Vox Pop. Mes très chers compatriotes, en ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Moi, en tant que Congolais, patriote congolais, Dr Mabatebele Lokola Mutumoko, Sima ya président de la République, puisque Makambo Bombani, ya Pundoli Yango Bonani Kolele. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Sur la libre discours, Azanga Kolobela Likamba, unité est important, mais que le bagarre ensemble, mais les Dorlons. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC, c'est le combat de tout un peuple. Qui est derrière le M23? Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23. C'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement. Voilà, le tout premier invité, il est là avec nous, c'était dit Fitou. Bonjour. Bonjour madame. Et je rappelle aux fidèles, je ne rappelle pas, je dis aux téléspectateurs qu'il est expert sur les questions internationales. Je vous en prie. Voilà. Alors la toute première question, évidemment, l'actualité évolue, la situation sur terrain également à Walikale. Et par exemple, sous le contrôle en fait, des FARDC, des Wazalendo, on a vu les VPM de la défense à Ouvira. Et en tant qu'expert des questions, justement, comment analysez-vous toutes ces avancées ces avancées en ce qui y compris, bien entendu, l'amorce des négociations directes entre le gouvernement et le M23 à travers leurs représentants à Doha. Il y a une triple lecture que nous devons avoir sur la question congolaise. Il y a une lecture nationale décidée au niveau du gouvernement via les concertations qui se sont déroulées avec le conseil spécial Eberand. Et il y a un deuxième volet qui est lié aux Congolais qui se sont sentis frustrés, qui sont dans l'opposition, qui expriment une voix que nous devons écouter en tant que nation. Également, hein? Il y a le dernier volet qui est celui de l'agression rwandaise et de toutes les forces étrangères qui sont là pour, d'un côté, balkaniser notre pays, exploiter nos richesses et nous mettre en coupe réglée. Ce sont les trois volets que nous devons analyser. Sur le volet national, qu'est-ce que nous devons exactement comprendre? Nous pensons qu'il y a eu une volonté, mais le temps que ça a pris, après les affaires de l'État prennent le temps qu'il faut. Oui, mais par moment on dit vaut mieux tard que jamais. Oui, mais la perception de notre peuple, vous savez, le temps de la population n'est pas forcément celui des dirigeants. Exactement. Et ce qui fait que on se pose des questions, pourquoi on a mis autant de temps sur des personnalités connues qui ont déjà eu à être consultées auparavant. Ce sont les mêmes pour la formation du gouvernement souminois, ils ont été consultés. On peut toujours les consulter quand il y a une question majeure qui se pose, mais ça pouvait se faire mais là, on parle de cohésion nationale, je crois, peut-être pas. C'est peut-être ouais, le mot, il est trop fort parce que, en tant que chef de l'État, le gouvernement a ses devoirs de réunir tout le monde, mais s'il faut être beaucoup plus précis, on n'a pas consulté tout le monde. Ce sont des acteurs qui sont connus, qu'on a consultés, qu'on consulte toujours. On a rendu peut-être à 2-3 personnes près, donc on pouvait le faire dans des délais extrêmement courts pour essayer de gagner du temps. On a une guerre
elle est peut-être hybride, mais c'est une guerre. Oui, mais le changement de gouvernement a été aussi contesté parce qu'on se disait est-ce qu'il faut changer, est-ce que c'est le moment? Il y a eu aussi tous ces questionnements dans le corps de la population. Le gouvernement, c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État. Nous pouvons tous contester un gouvernement si le chef décide que ce sera ce gouvernement-là, ce sera ce gouvernement-là. C'est lui qui sera comptable à la fin des actions des gouvernants qu'il choisit. Alors, Monsieur Teddy et Fitou, j'aimerais qu'on revienne sur la catégorisation des acteurs. Nous avons d'une part un État avec une armée loyaliste qui a le devoir de protéger son intégrité, de protéger les vies humaines. Et nous avons d'autre part des acteurs qui sont sur le territoire national, que l'on appelle politiciens ou acteurs politiques reconnus de par la Constitution, qui appartiennent soit à une majorité, soit à une opposition. C'est un deuxième camp. Et nous avons un troisième camp de gens qui se disent être frustrés, qui prennent les armes, qui disent on n'a pas été entendus. Nous voulons faire entendre des forces notre voix. Ça s'appelle AFC, mais qui va porter la robe du M23 que nous connaissons avec toute l'histoire que nous n'allons pas rappeler ici. Et malheureusement, le sang coule. Ça coule encore jusqu'à ce matin. Et devant nous se présente une situation au plan diplomatique où il y a une résolution 2773 qui nous demande de revenir sur le processus de loi de Nairobi et qui nous demande de régler la question politiquement à travers un dialogue, quelle que soit la manière dont on va les labelliser, dialogue, consultation, concertation, cohésion nationale, que sais-je encore, mais le plus important, tout rime autour du fait que les gens doivent se retrouver, se parler, fumer le calumet de la paix et restaurer la sécurité. Question. À ce stade-ci, un acteur majeur vient d'annoncer son retour. Il est congolais comme tout autre. Personne n'a chassé Kabila de ce pays. Kabila est sorti des frontières nationales à la date qu'il a choisie, de son propre gré, et il décide de revenir. Mais l'annonce de son retour, un retour annoncé dans la partie orientale, commence à susciter beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations dans l'opinion. J'aimerais que l'on puisse réfléchir avec des hypothèses. Et si Kabila revenait au pays pour participer justement à cet effort voulu par la communauté internationale, voulu par la résolution, nous demandons de résoudre la crise politiquement en nous parlant entre nous que Kabila se mettait à la disposition du pays pour participer à ce que nous pourrons appeler demain négociation afin de prendre part à la construction d'une nouvelle paix. Est-ce qu'il est le bienvenu? Il est le bienvenu en tant qu'ancien chef de l'État. Nous ne pouvons pas réécrire notre histoire. Il a dirigé ces pays pendant 18 ans. Quelles que soient les opinions que nous pouvons individuellement avoir sur lui, mais cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut. Vous savez, les questions internationales sont un domaine beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de règles établies. Ça évolue au gré des réalités. Des situations. Et pour cela, vous avez besoin d'étudier des cas précis pour créer une sorte d'objectivité dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez sur la table. On doit prendre pour le cas de Joseph Kabila, un autre président d'un autre pays, et essayer de comparer leurs attitudes. On a un ancien président qui s'appelle François Hollande, par exemple, en France. Vous n'avez pas comparé la politique ou la dimension de la démocratie française et la dimension de la démocratie congolaise? Nous avons la dimension que nous donnons à notre pays. Il n'y a pas une dimension préétablie. Si la France est où elle est aujourd'hui, c'est parce que des gens comme vous et non, je parle de démocratie, je ne parle pas de développement, d'avancée économique. Je suis sur le plan démocratique. La démocratie, c'est un combat de tous les jours. Même aux États-Unis, il y a d'abus. En France aussi, en Belgique, il y en a. Donc il ne faut pas croire qu'il y aurait un îlot quelque part où la démocratie serait parfaite. Donc, je reviens sur l'exemple que je voulais donner. Lorsque vous voyez, par exemple, les retours de François Hollande dans l'Assemblée nationale française,
il y a une instabilité institutionnelle là-bas. Et il y a eu Barnier qui a été destitué par le Parlement. Lui, quand il revient pour François Bayrou, qu'est-ce qu'il dit? En tant qu'ancien chef de l'État, il ne voudrait pas pour la France une instabilité institutionnelle. Donc, il pèse pour que son groupe à lui, le Parti socialiste, à la stabilité. Voilà. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec la politique de Macron et de François Bayrou, mais il estime que pour l'image de la France, vaut mieux avoir une stabilité jusqu'en 2028, date de l'élection. Vous savez que Mélenchon voulait une élection anticipée, Marine Le Pen voulait aussi cette instabilité. Lui, en tant que chef de l'État, puisqu'il a dirigé la France, il connaît l'importance des institutions. Il préfère une stabilité à une instabilité. Dans notre cas, nous avons un ancien chef de l'État qui annonce à Jeune Afrique qu'il va revenir dans les pays sans prendre langue avec les institutions officielles, parce que lui, mieux que quiconque, connaît l'importance des institutions. Lorsque vous mais après, il reste citoyen, il n'a pas besoin d'autorisation pour revenir. C'est un ancien chef de l'État. Il ne pourra plus jamais redevenir un citoyen lambda comme vous et nous, parce qu'il a eu accès au secret d'État. Et cela lui donne un poids particulier. Ça lui donne des obligations encore beaucoup plus sévères. Nous pouvons commettre des erreurs parce que nous n'avons pas eu à gérer l'appareil de l'État. Pas lui. Il connaît exactement ce qui se passe. Il connaît parce qu'il a été dans des négociations où on ne pourra pas nous brandir ce qui s'est dit réellement. Donc revenir par Goma, d'après ce que Olivier Kamitatou a dit, nous sommes dans ce qui est public, hein. C'est une insulte d'abord au peuple congolais. Parce qu'un ancien chef de l'État qui va aller atterrir dans un territoire où il y a eu des carnages perpétrés, où nos familles n'ont pas pu enterrer dignement leurs morts, on va voir un ancien chef de l'État et l'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. S'il doit atterrir dans cette semaine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie que de passer par Kigali. Or, la RDC et le Rwanda, officiellement, ne sont pas des États en bon terme. Oui, mais après, quelqu'un nous posera la question de savoir, mais les évêques de la SENCO et de l'ECC sont passés par Kigali et sont revenus à Kinshasa. L'aide humanitaire dont on parle, le couloir qui a été ouvert à la demande de la communauté internationale du gouvernement congolais, l'aide humanitaire passe par Kigali. Ça ne tue personne. Pourquoi Kabila ne passerait-il pas par Kigali? Mais il faut faire... S'il veut aller à Goma, bien sûr. Il faut faire un distinguo. Il faut faire un distinguo clair. Les prêtres qui sont allés à Goma sont de la société civile. Ils sont une composante essentielle de notre société, mais ils n'ont jamais dirigé ces pays. Et toute position prise par Joseph Kabila peut affaiblir dans la négociation la position de la RDC. Parce que par rapport aux autres, il n'est pas pris comme un citoyen lambda qu'il voudrait se faire passer. Il est toujours annoncé comme l'ancien chef de l'État congolais. À ce titre, il porte, sans peut-être le savoir ou le vouloir, il porte en lui une partie de notre position officielle. Et c'est cela qui lui pose, c'est cela qui pose problème, et c'est cela qui devrait le faire réfléchir à deux fois avant de poser certains actes. Donc, vous n'êtes pas d'avis que Joseph Kabila serait le bienvenu s'il veut entrer par Goma et passer par Kigali dans ces conditions au vu de sa position en tant qu'ancien chef d'État. S'il va passer par Goma, Bukavu et consorts, ça veut dire qu'il a eu à prendre langue avec le Rwanda. En tant qu'ancien chef de l'État, il devrait publiquement nous dire de quoi a-t-il parlé avec le Rwanda. Il ne gère pas sa maison. Lorsque Joseph Kabila parle de sa propre famille, personne ne trouve rien à redire. Là, il engage la RDC. Or, en RDC, il n'y a qu'une seule parole qui soit au-dessus de toute autre parole, c'est la parole du peuple congolais. Et cette parole est exprimée, nous sommes en démocratie, par le président, est exprimée par la voix des urnes. Et lorsque vous avez été élu,
vous portez en vous la légitimité pour parler au nom du peuple. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas cette onction. Ah, c'est une onction. Bien sûr, c'est une onction. Okay. Le suffrage universel est une onction. C'est cela qui vous permet, en tant qu'élu, que vous soyez député provincial, national et que sais-je encore, président de la République, ça vous donne une onction pour parler au nom des gens qui ont porté leur voix sur vous. Très bien. J'aimerais préciser à l'opinion et à tous ceux qui nous regardent que l'on se livre à un tel exercice chaque matin pour vous éveiller. La quantité d'informations qui vous seront communiquées à travers Congolais Téléma, c'est pour vous permettre à vous, en tant que citoyen, de vous situer, de vous localiser. De réfléchir dans l'histoire, de réfléchir et de lever des options. Une option telle que ne jamais trahir le Congo, une option telle que ne jamais soutenir X ou Y acteur parce que son comportement, ses attitudes ou ses prises de position vont dans le sens de détruire notre unité, vont dans le sens de freiner les élans ou l'élan dans lequel nous sommes, c'est lui de pouvoir restaurer la paix et l'unité. Alors je reviens à vous, monsieur Dédi Mfitou. Ça, c'était la première hypothèse. S'il venait par Goma. Si on pose la deuxième hypothèse par Bukavu, on parlera du Burundi. Alors que le Burundi est en odeur de s'insécter avec Kinshasa. Ça gêne encore? Mais là, c'est encore plus grave parce que Kamitatu, qui semble avoir beaucoup plus d'informations que nous trois sur les plateaux, a parlé de Goma. Dans le courrier adressé à Jeune Afrique, Joseph Kabila parle de manière globale de la partie orientale. Mais ça pose quand même un problème, parce que cette partie... La partie orientale, techniquement, ça couvre quel coin du pays? Non, la partie orientale, c'est-à-dire tout l'est de la RDC, en partant de la Chopo jusqu'au Katanga. Mais tout le monde sait que Joseph Kabila ne reviendra jamais par le Katanga. Pourquoi? Parce qu'avant qu'un avion atterrisse, on communique l'identité de passagers au personnel du sol. Et vu la tension qu'il y a entre le gouvernement actuel et Joseph Kabila, tension que lui-même a pu exprimer dans ses discussions, nous ne le savions pas. Dans ses interviews, oui. Dans ces différentes... Ce sont des discussions avec des journalistes et tout. Donc le mieux serait qu'il revienne sur Kinshasa. Logiquement, il devrait revenir par Kinshasa. Par respect, les prêtres ont fait ça. Aller voir les chefs de l'État, signifier les raisons qui vous poussent d'aller accomplir cette mission. Et à ce titre, vous pouvez aussi être porteur d'un message si jamais le gouvernement avait un message à passer aux différents interlocuteurs. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas chef de l'État, c'est un ancien chef de l'État certes, mais il ne doit pas prendre des initiatives isolées qui engageraient la RDC. Nous ne croyons pas qu'il passera par le Burundi pour ni que simple raison. Aujourd'hui, on peut utiliser le conditionnel par respect puisque nous ne sommes pas un tribunal, mais il y a un faisceau d'indices concordants qui nous pousse à dire qu'il y a une connivence entre ce qui s'est fait au niveau de la partie orientale de la RDC et la personne de Joseph Kabila. Il ne faut pas concevoir la face. Il faut d'abord revenir aux origines. Qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est quand même un ancien militaire du Front patriotique rwandais. Ça, c'est quelque chose que, aujourd'hui, en démocratie, on doit pouvoir aller jusque-là et dire les choses. C'est quelqu'un qui a combattu, premièrement, au sein du Front patriotique rwandais. Il y a des vidéos où James Kabarebe le dit clairement, c'est sur la toile. Allez sur YouTube, vous allez les voir. Et lui-même n'a jamais démenti cela, premièrement. Deuxièmement, il arrive en RDC comment? Il arrive en RDC par l'AFDEL. L'AFDEL, c'est quoi? C'est une création de Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame. Il y a eu des émissions, il y a des vidéos qui circulent où ils nous expliquent comment ils ont recruté Laurent Désiré Kabila. Et nous savons aussi, de par son parcours, qu'il a été, à un moment donné de son histoire, aide de camp de James Kabarebe. Très bien. Avant je vais rebondir. Le fait que le sénateur à vie, Joseph Kabila, revienne par Goma, c'est une supposition. Hein.
on est en train de se baser... À ce stade, ce n'est plus une supposition. Hein. La partie orientale, il l'a dit. Lui, il a parlé de la partie orientale. Voilà. C'est Kamitatou qui vient préciser Goma. Mais de quoi aurons-nous peur, nous en tant que peuple, nous ou en tant qu'État? C'est que Kabila crédibilise la démarche terroriste qui est en cours, ou que Kabila prenne désormais la responsabilité ou prenne la première ligne du 23 du moment où le président de la République l'a dit ouvertement que l'AFC c'était lui. Mais le peuple congolais est un peuple résilient, il n'a peur de personne. Et le peuple congolais n'aura jamais peur de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila le sait. Il n'y a pas une armée plus forte que le peuple. Et nous sommes le peuple, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Par contre, les accointances entre quelqu'un qui a dirigé à la destinée de notre pays pendant 18 ans et un groupe terroriste, parce qu'il faut quand même dire les choses, ce qu'a commis le RDF au niveau de Goma, c'est un carnage, ce sont des actions terroristes. Nous avons des images, en tant que chercheurs, nous documentons ce que nous pouvons documenter pour donner en toute objectivité ce qui s'est passé en temps réel. Et cela nous pousse à dire, un ancien chef de l'État qui va aller rencontrer des personnes qui devraient être, parce que lui, il se bombe les torses, hein, si vous voyez la communication officielle de son parti, comme étant mais aussi de ses affidés, tous ces gens-là disent qu'il a mis fin en 2013 aux aventures du M23. Mais c'est quoi les M23? C'est une émanation du CNDP de Laurent Kunda Batouaré, qui lui-même est une émanation du RCD Goma. Le RCD qui émane aussi de l'AFDEL. L'AFDEL dont Joseph Kabila était militaire. Donc nous sommes en face d'un groupe de gens qui ont décidé de déstabiliser notre pays en se donnant des rôles. À chaque étape, ils se scindent pour se retrouver à la fois dans la mangeoire, ce qu'on appelle les pouvoirs, et dans l'opposition pour avoir une pression armée. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à infiltrer notre pays, à infiltrer toutes les institutions et à même, dans certains cas, à devenir majoritaire. Pour des gens, globalement, pour 100 millions d'habitants, toute cette clique-là ne représenterait pas 1 million. Ils ne sont même pas 1% de la population, mais ils sont surreprésentés. Alors, avant de terminer, nous sommes dans une démarche de cohésion nationale. Je suivais encore Délice Sanga ce matin sur une radio de la place, depuis Bruxelles. Nous sommes dans une démarche où tous disent la même chose, veulent la même chose, mais les méthodes sont différentes. Quelle est la chose que tous voulons? C'est la restauration de la paix, de notre intégrité territoriale et de la sécurité pour nos populations. Certains disent, la voie indiquée, c'est le tandem Senko et CC. D'autres disent, ce sont les consultations. Et il y a une troisième voie qui pense que les deux peuvent être mis ensemble pour qu'on atteigne l'objectif. Question. Dans cette démarche ou dans la volonté collective de tous qui voulons que la paix revienne, est-ce que Joseph Kabila n'est pas un élément ou un pion important pour qu'on y arrive? Il ne peut pas être à la fois les problèmes et la solution. Donc on peut se passer de lui. Non. C'est ce que vous voulez dire? Le peuple congolais peut se passer de tout le monde. Moi, je l'ai écrit, hein, donc je n'ai pas de difficultés. En 2019, dans un ouvrage intitulé Congo et Grégor du Monde, je l'ai écrit. En RDC, il n'y a pas d'homme providentiel. Moi, j'ai fait plus confiance à l'intelligence collective qu'à des personnalités. Ce sont des politiques et il faut qu'on fasse une différence. En commencer par Délice Sanga, Joseph Kabila, comment on appelle ça encore, Olivier Kamitatou et les autres. Tous des acteurs politiques. Ce sont des acteurs politiques. Ils ont leurs objectifs et pour eux, leur ambition, qui n'est pas un crime, hein, avoir de l'ambition n'est pas un crime. Leurs ambitions personnelles passent avant les vivre ensemble, avant la volonté du peuple congolais de vivre en paix sur notre propre sol. Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit de nous donner des passe-droits dans d'autres territoires que le territoire hérité de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous fier à leur discours
Vous ne pouvez pas être à la fois quelqu'un qui, matin, midi, soir et même la nuit, parle de la paix, lorsque vous soutenez des gens qui viennent troubler la paix. Être dans une rébellion, c'est avoir comme seul leitmotiv d'aller troubler la paix. Parce que lorsque les rebelles arrivent, ils ne choisissent pas les Congolais sur base de leur orientation politique. Exactement. Ils tuent de manière indifférenciée, que vous soyez du pouvoir comme de l'opposition. Il faut voir, nous qui avons perdu nos familles dans cette histoire, la manière dont nous ne nous retrouvons pas. À la fin de cette histoire, vous aviez parlé de Doha, vous aviez parlé de concertation, vous aviez parlé de partage politique et consorts. Quelle part reviendra au peuple congolais? Quelle part reviendra aux familles qui ont été décimées? Quelle part reviendra aux gens qui ont perdu les leurs? Quelle est la magie qu'a Delis Esanga, Olivier Kamitatou, Joseph Kabila, Corneille Nanga pour nous ressusciter nos morts? Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Et pour revenir à votre question, je dirais que la paix, c'est un combat. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on nous offrirait comme ça parce que nous serions devenus les plus beaux du monde. Non. La paix, nous devons la gagner. Et il y a des limites, des principes que notre pays doit pouvoir poser. Et c'est ça qui nous manque jusque-là. Nous ne pouvons pas donner une prime aux gens qui ont assassiné nos familles. Voilà. Et même si on doit, par la négociation, voter des lois, en droit, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il n'y a pas de rétroactivité possible. Par rapport à la vie humaine. Les actes qui ont été posés avant l'accord de paix, ces actes doivent être sanctionnés. Il faut qu'on arrive à établir un principe pour qu'il n'y ait pas récidive. Jusque-là, nous avons des gens qui ont été dans des rébellions, qui ont tué des Congolais, qui ont été amnistiés, qui ont pris des fonctions ici en RDC. Au bout d'un moment, ils quittent les institutions, ils repartent au niveau de la rébellion, ils vont encore tuer d'autres Congolais, ils font pression, et on va encore aller dans des négociations, on va les amnistier, ils vont revenir ici, à un moment donné, c'est insupportable. Il faut qu'on arrive à mettre fin à cela. Et le seul moyen de mettre fin à cela, c'est d'établir un principe. Par définition, un principe, c'est tout ce qui n'a pas d'antériorité. Voilà.